Aujourd'hui, je vais discuter des enjeux de criminalisation de l'excision au Canada à partir de ma perspective de juriste. Au Canada, le terme qui a été choisi par le législateur, c'est le terme « excision », qui est expressément utilisé dans l'article 268 du Code criminel. Et à l'article 268 du Code criminel, qui stipule nommément que les mutilations de type génital, dont l'excision, sont prohibées au Canada, se rajoute un autre article, l'article 273 du Code criminel, qui indique qu'une personne qui amène à l'étranger un enfant mineur de moins de 16 ans dans le but de lui causer des mutilations, tel que prévu à l'article 268, pourra être accusé d'un acte criminel de retour au Canada. Donc, dans la criminalisation de l'excision, il y a deux choses. On ne peut pas procéder à une excision en sol canadien, et si on a participé à procurer une excision à une personne mineure à l'étranger, on pourrait éventuellement être inculpé. Bien, c'est évident que si le législateur a décidé de classer l'excision dans les voies de fait graves, c'est qu'on considère que c'est un geste assez violent. Parce qu'il y a une gradation des voies de fait au Canada, donc on passe de voies de fait simples aux voies de fait graves, etc. Donc le voie de fait grave, c'est parmi les voies de fait les considérées comme les plus importants. La raison pour laquelle le Canada a choisi de fonctionner de cette façon-là, entre autres, est conséquente au fait qu'au Canada, en vertu des chartes, la protection de l'intégrité physique et psychologique des personnes est protégée. Donc, à la fois par la Charte canadienne des droits et libertés et par les différentes chartes provinciales, on ne peut pas porter atteinte à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne, à moins que cette atteinte-là soit faite dans le but de lui sauver la vie ou de lui épargner un péril grave. Parallèlement à ça, en vertu de ses engagements internationaux, le Canada a aussi pris la décision de mettre fin aux pratiques culturelles qui empêchent l'avènement d'une réelle égalité entre les hommes et les femmes. C'est en vertu, entre autres, de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, dont le Canada est partie prenante. Pour faire un cas de figure, un membre de la parenté d'une jeune fille de moins de 16 ans qui partirait avec cette jeune fille-là à l'étranger et qui s'arrangerait pour que cette jeune fille-là soit excisée à l'étranger ou qui s'arrangerait pour faciliter l'excision de cette jeune fille-là à l'étranger, pourrait éventuellement être accusé de retour au Canada. On comprend ici qu'il faut que la personne sache que l'enfant va se faire exciser ou aurait dû savoir que l'enfant allait se faire exciser. Quelqu'un qui part avec son enfant en vacances et qui n'avait aucune intention de faire exciser son enfant et qui se retrouve mis devant le fait accompli parce qu'un autre membre, par exemple, de la famille aurait choisi de le faire sans lui demander son consentement, ne serait pas visé par ce genre d'article-là. L'article demande qu'il y ait eu une volonté de le faire ou à tout le moins que la personne ait eu un doute raisonnable ou aurait dû avoir un doute raisonnable que l'opération aurait lieu, puis ait choisi malgré tout d'exposer son enfant au danger. Au Canada, depuis les dernières années, on a étendu les motifs qui permettent aux personnes de demander le statut de réfugié. Donc, les personnes qui arrivent au Canada parce qu'ils craignent pour leur enfant mineur, par exemple, peuvent demander le statut de réfugié en leur nom et au nom de l'enfant mineur en invoquant l'enjeu de l'excision. Donc, si une mère de famille, par exemple, a décidé de partir au Canada parce qu'elle craignait pour son enfant, elle pourra revendiquer le statut de réfugié, mais devra faire la démonstration que la crainte d'excision pour son enfant est une crainte réelle. Donc, ça ne garantit pas l'obtention du statut de réfugié, mais c'est un motif qui peut être plaidé par une personne qui vient d'arriver au Canada. Donc, si une personne dans l'entourage d'un mineur craint que ce mineur soit victime d'une mutilation, la voie la plus courante, la plus normale, c'est de passer par la DPJ. Donc, les services d'aide à l'enfance sont des services spécialisés dans la protection des personnes mineures et ce sont les services, normalement, qui sont les plus aptes à prendre en charge la personne mineure si jamais on considère qu'il y a un risque qu'elle soit excisée ou amenée à l'étranger dans le but d'être excisée. Évidemment, ça ne veut pas dire que les services d'aide à l'enfance vont retirer l'enfant de son environnement familial. Il y a différentes mesures là, qui peuvent être mises en place. D'habitude, les services d'aide à
l'enfance, dans la mesure du possible, tente de maintenir l'enfant ou le mineur dans son milieu familial, puis on va plutôt tenter de faire un peu de sensibilisation auprès des parents. Mais en vertu de leurs différents ordres professionnels, les personnes qui sont dans les services sociaux, les représentants des services sociaux, peuvent avoir carrément une obligation de signaler un enfant qui est en danger. On peut penser par exemple au personnel hospitalier, infirmières, médecins, etc., au personnel enseignant dans les écoles. Donc, c'est aux professionnels de vérifier auprès de leur ordre professionnel c'est quoi l'étendue de leurs obligations en vertu de leur profession puis leur code de déontologie. Mais il se pourrait que dans ces cas spécifiques-là, en effet, ces personnes-là non seulement soient encouragées à signaler des problèmes, mais soient réellement dans l'obligation de le faire, puis pourraient même se voir reprocher de ne pas l'avoir fait, le cas échéant.